Et pour décrypter ces derniers développements, nous sommes en direct avec Gérard Vespierre depuis Paris. Bonjour, je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, fondateur du web magazine Le Monde Décrypté et spécialiste des questions énergétiques. Merci d'avoir accepté ce matin notre invitation. Alors Joe Biden dit avoir eu jusqu'ici des conversations fructueuses avec les officiels saoudiens, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, Riyad a toujours refusé d'augmenter sa production de brut. Qu'est-ce qui peut changer cette fois-ci selon vous ? Écoutez, bonjour à vous tout d'abord. Il y a une organisation, n'est-ce pas, qui s'appelle l'OPEP, qui est devenue il y a quelques années l'OPEP+, avec l'arrivée de la Russie et d'autres pays d'Asie centrale comme le Kazakhstan. Donc vous avez là une organisation qui gère maintenant 53% de la production mondiale de pétrole. Et il est donc difficile pour un seul pays, quelle que soit sa puissance de production, de pouvoir prendre une décision dans son seul périmètre, n'est-ce pas? Donc il y a une réunion de l'OPEP qui est prévue au tout début du mois d'août et je pense que là, il pourrait y avoir peut-être des décisions positives, mais à l'évidence, la Russie ne souhaite pas que du pétrole supplémentaire arrive sur le marché. Ça fait partie de la pression qu'elle met sur l'Occident. Et même si Riyad décidait d'accéder aux demandes de Joe Biden, est-ce qu'on est sûr que l'Arabie Saoudite seule a les capacités pour changer la situation actuelle sur le marché ? En termes de production, oui, parce que dans ce marché pétrolier, tout se joue et comme dans un certain nombre aussi à la marge, n'est-ce pas? Quelques centaines de milliers de barils, quelques centaines de milliers de barils par jour de pétrole en plus, eh bien, va donner une impulsion dans une direction nouvelle au marché. 300, 400 000 barils par jour serait vraiment un apport très important de la part de l'Arabie Saoudite ou d'un consortium de pays de l'OPEP. Donc peut-être que le début du mois d'août nous donnera ce signal. Alors c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que l'Arabie Saoudite est le seul véritable interlocuteur pour Washington pour tenter de régler cette question ? Disons qu'en termes de capacité, après la Russie, car la Russie produit un tout petit peu plus, 10% à peu près de plus que l'Arabie Saoudite, c'est le plus grand producteur de l'ensemble de cette organisation OPEP+. Donc il est important pour Washington, qui, rappelons-le, est le premier producteur de pétrole au monde, eh bien de pouvoir parler au numéro 3, qui est l'Arabie Saoudite. Et il faut aussi mentionner que les États-Unis sont toujours en dessous de leur capacité maximale de production, atteinte avant le Covid à peu près 10%. Donc tout le monde a à faire des efforts. Les États-Unis l'ont fait en abaissant fortement leur niveau de stockage stratégique, qu'ils ont diminué d'à peu près 25%. Il faudra donc attendre cette réunion de l'OPEP que vous avez mentionnée. Est-ce que sans la guerre en Ukraine, Joe Biden aurait pu, selon vous, éviter ce retour à la réelle politique du pétrole, certains l'ont appelé dans la presse, où de toute façon l'Arabie Saoudite est incontournable ? Je crois que l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, est un élément diplomatique de la stratégie américaine au Moyen-Orient depuis 80 ans. Donc ce n'est pas une présidence qui va changer quelque chose. Il y a un continuum, et ce qu'on a du mal à percevoir, je crois, en Europe, il y a un continuum dans la politique américaine, il y a un continuum dans pas d'Iran nucléaire, quels que soient les présidents. Il y a des moyens différents pour y arriver, mais il y a toujours cette volonté d'éviter ce déséquilibre stratégique majeur qui serait de voir l'Iran avec une arme nucléaire. Gérard Vespierre, la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient n'est pas tout à fait terminée, elle va se poursuivre aujourd'hui, mais d'ores et déjà on peut peut-être dresser un premier bilan. Qu'est-ce que le président américain va pouvoir présenter aux Américains à son retour? Est-ce qu'il peut présenter ce voyage d'ores et déjà comme un succès diplomatique? Écoutez, il y a, je crois, deux grandes étapes. La première, c'est le déblocage, quand même, de cette façon officielle des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, avec la capacité donc de ces voyages aériens depuis Israël, de la
capacité d'avoir des liaisons aériennes donc de la compagnie nationale israélienne vers au-dessus de l'Arabie Saoudite. Donc c'est des choses tout à fait nouvelles. La rétrocession des îlots anciennement saoudiens à nouveau à l'Arabie Saoudite. Donc il y a effectivement est-ce que ce sont le genre d'annonces qui comptent pour le public américain? Bilatéraux. Est-ce que ce sont le genre d'annonces qui comptent pour le public américain? Comprendre, il y a eu... Absolument, j'ai bien compris votre question. Il y a eu un diplomate américain célèbre, n'est-ce pas, qui parlait de la stratégie et la politique des petits pas. Et je crois que dans la diplomatie, Henry Kissinger était un maître. Donc il faut accepter qu'il y ait un long chemin avec un objectif qui est effectivement, in fine, un jour, la reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite. Mais pour arriver à cette ligne d'arrivée, eh bien, il faut des étapes préalables. Et là, nous avons vécu cette semaine de nouvelles étapes dans cette direction. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir répondu ce matin à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, fondateur aussi du web magazine Le Monde décrypté et spécialiste des questions énergétiques. Vous étiez avec nous depuis Paris dans nos studios.